Quelles sont d'après toi les pires erreurs financières que tu as faites dans ta vie et qui t'ont le plus appris? Tu comprends un peu que si tu te mets à aider 9 malheureux, tu seras le 10e malheureux. C'est dur ça, la solidarité africaine. C'est bien, la solidarité africaine était bonne quand on vivait au village, dans le champ, on allait chercher la nourriture au champ. On ne peut plus, le coût de la vie est tel que nous devons revoir notre système de pensée. On pouvait héberger tout le monde chez soi parce qu'on portait un peu de la nourriture au champ. Maintenant, on vend même l'eau. L'eau, c'est en sachet. Toi, tu as des enfants, je suis ton enfant, tu as de grands enfants aujourd'hui. Si tu soumets un besoin de tes enfants et qu'ils te disent littéralement non, je ne peux pas, j'ai telle contrainte, comment tu réagis? Nous n'avons pas à attendre le retour sur investissement sur nos enfants. Aïe, 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 là, tu vas te gâter là. Si les enfants peuvent pas, par moment, je le dis, j'assume, si les enfants peuvent pas, parce que quand vous êtes... Il y a des parents qui considèrent que l'enfant c'est un investissement. C'est regrettable. Le parent a une obligation, c'est lui qui a fabriqué l'enfant. Il doit en faire un être humain responsable et capable. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner simplement. Prenez vos places les amis parce qu'on se retrouve le 15 mars à Cotonou au Bénin. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Bénin, donc j'ai hâte d'y être pour parler avec vous de business. On va voir ensemble 3 business que vous pouvez lancer et générer tous les mois 2 millions de francs CFA en étant au Bénin. Réservez rapidement votre place, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Bonne nouvelle les amis, vous pouvez désormais réserver vos places pour notre événement majeur Back to Africa à tarif hyper préférentiel. Cette année, on va aller encore plus loin. On se retrouve au Palais des Congrès les 11 et 12 octobre pour voir ensemble comment gagner de l'argent en Europe pour le réinvestir en Afrique. Il se trouve que beaucoup de personnes dans la diaspora veulent bien faire des projets en Afrique. Vous allez voir cette année à Back to Africa les meilleures opportunités pour gagner de l'argent en Europe, en France, en Allemagne, ainsi de suite. Et ensuite, vous verrez dans un second temps, pour ceux d'entre vous qui ont déjà peut-être une épargne, vers quel business vous tournez en Afrique pour pouvoir multiplier cette épargne-là de manière conséquente. Prenez votre place, ça va être énormissime. Cette année, on revient avec des invités de taille, tels Bertin Chofo, bien évidemment mon mentor, mais aussi Nabou Fall. Cette année, on va avoir Nabou Fall et d'autres surprises que je vous dévoilerai au fur et à mesure. Ça va être énormissime, les amis. Prenez vos places dans la barre de description. D'ailleurs, vous pouvez déjà réserver vos places aussi pour les États-Unis et le Canada. Les liens, là aussi, sont en description. Bienvenue dans Conversation avec Philippe. C'est une nouvelle émission que j'ai créée dans laquelle je discute avec un invité ou un groupe d'invités d'un thème important et on va en profondeur. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est un peu dans une génération fast-food. On prend les choses rapidement et on n'a pas le temps de vraiment aller en profondeur. Aujourd'hui, mon invité, c'est une star désormais. On ne le présente plus, c'est mon père, Philippe Simo aussi. On a le même nom et le même prénom. Et avec lui, on va discuter un tout petit peu de conseils et de sagesse liés à la vie. C'est un ancien, si je peux me permettre. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à partager aux jeunes que nous sommes. Bonjour, papa. Bonjour. Ou devrais-je dire Philippe? C'est très drôle ça. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu sur la chaîne. Oui, c'est vrai. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas eu l'occasion de converser. Et je suis très ravi que nous le fassions ce soir. Alors, tu as été pendant ta carrière banquier. Ouais. Donc, tu as été très proche des chiffres. Et sur cette chaîne, je parle beaucoup d'enrichissement. Est-ce que vouloir aspirer à devenir riche, est-ce que c'est important? Oui. Il est important que l'on pense et que l'on souhaite améliorer son niveau de vie par l'enrichissement. Mais il faut le faire selon les canaux les plus souhaitables et les plus convenables. C'est-à-dire par le travail, par le sacrifice et non par les canaux, les facilités, les tricheries, les raccourcis. Et il faut mériter ce que l'on a obtenu après des efforts fournis. Malheureusement, la tendance actuelle, c'est la rapidité dans la recherche de la richesse et ça ne va pas très loin. Il faut être fier du résultat que l'on a obtenu après des efforts fournis, des sacrifices fournis, des ambitions, des projets que l'on a élaborés. Et il faut améliorer son cadre de vie. Il ne faut pas se limiter à vivre pour vivre, comme disent certains, parce qu'on va mourir. Non. Il faut essayer de vivre mieux sur Terre en faisant des efforts, des sacrifices. Et votre vie aurait un sens à la fin que de vivoter. Ou bien, il faut toujours avoir
dans son intérieur l'ambition d'améliorer son cadre de vie par des efforts personnels. Quelle est l'importance de l'épargne? Toi qui as été directeur de banque pendant très longtemps, quelle est l'importance de l'épargne? L'épargne est fondamentale dans la vie d'un individu parce que quand on vit sans épargner, dans le système normal, c'est un peu comme vivre sans grenier, sans avoir des réserves. Et quand on veut réaliser un projet, quand on veut bâtir quelque chose, il faut soi-même déjà avoir un apport personnel. Ça prouve que vous tenez à ce que vous voulez réaliser. Parce que quand on obtient même un crédit à 100%, vous n'êtes pas conscient que vous êtes engagé dans quelque chose qui vous tient à cœur. Quand vous avez épargné, c'est-à-dire vous avez diminué votre consommation à partir de votre revenu, vous montrez par là que vous avez l'intention de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Et quand vous y mettez une part de votre revenu que vous avez épargné, ça veut dire que vous veillez à ce que cela réussisse. Donc l'épargne est fondamentale. Tout ce qui est facile, gratuit, n'a pas trop d'importance. Mais quand c'est votre épargne que vous avez vous-même décidé de mettre de côté pour un projet, vous veillez à ce que ça puisse être... Vous voyez, quand vous avez votre argent, à tout moment, vous vérifiez si c'est là. Parce que c'est un sacrifice. Dans ta position de directeur général de banque, tu as côtoyé tout le monde. Ouais. Tu as côtoyé des hommes d'affaires, tu as côtoyé des gens très fortunés, mais tu as aussi côtoyé des gens qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre finalement des gens qui sont nés dans les mêmes pays, les mêmes villes, les mêmes environnements? Certains parviennent à devenir très riches et d'autres ont du mal à joindre les deux bouts. Toi qui étais l'intermédiaire financier de tout le monde, qu'est-ce que tu as pu remarquer qui, d'après toi, a fait une grande différence? J'ai remarqué que les gens dans un cadre ne voient pas les choses de la même façon. Les opportunités. Il y en a qui ne rêvent pas, il y en a qui n'anticipent pas, il y en a qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils vivent au jour le jour. Les gens qui ont des ambitions programment leur vie. Ils se disent que dans un an, j'aimerais faire ceci. Et pour le faire, il faut que je fasse des sacrifices. Ceux qui généralement vivent au jour le jour, s'ils se lèvent avec le soleil et ils se couchent avec le soleil, alors que les autres réfléchissent. En cette période, c'est la saison de tel produit. Dans quelques mois, ça va manquer. Ils spéculent, ils réfléchissent. Ils se disent que tiens, si je fais ça, je peux gagner ceci. Alors que les autres, le soir, quand ils dorment, leur esprit est endormi. Et les gens qui se sont enrichis souvent sont des gens qui ont réfléchi, qui ont anticipé, qui ont compris beaucoup de choses. Et ils ont mis de côté leur argent, ils ont fait des opérations, ils ont acheté des terrains, ils ont revendu, ils ont spéculé. Et ils ont fait des efforts parce que lorsque l'individu ne met pas son cerveau en marche, il est presque un objet. Et la plupart des gens qui s'enrichissent, c'est à partir du cerveau. Ils se disent que ceci prenait de la valeur dans quelques temps. Et si j'investis dessus, aujourd'hui, demain, je peux faire ceci. C'est comme l'éducation. Quand on réveille l'enfant à 4 h du matin pour qu'il apprenne, c'est pour qu'il ait son diplôme après. C'est un investissement aussi. Et généralement, la plupart de ceux qui n'ont pas évolué n'ont pas eu à réfléchir, à anticiper, à chercher à aller plus loin et n'ont pas fait de sacrifices quand ils étaient encore jeunes. Et quand on est jeune, il faut savoir qu'il faut préparer son âge avancé en faisant des investissements quand on le peut encore pour récolter plus tard. Alors, il y a eu des personnes aussi, et je vais revenir sur cette question-là, il y a eu des personnes qui ont eu beaucoup d'argent et qui du jour au lendemain ont dégringolé. Ah ouais. Qu'est-ce qui a pu expliquer ça d'après toi? Il y a des cas où les gens ont fait des mauvaises affaires. Il y a des gens qui ont trop risqué, parce qu'il ne faut pas aussi risquer de façon immodérée, inconsidérée. Il ne faut pas avoir la boulimie de l'enrichissement au point où vous mettez tous vos œufs dans une opération. Il faut aller modérément, avec des précautions. Et très souvent, les gens ont fait aussi des mauvaises affaires parce qu'il y a eu ce qu'on appelle au Cameroun la fémania. Les gens vous ont promis de multiplier l'argent, les gens vous ont berné, les gens ont vendu des illusions aux autres et ils les ont fait tomber. J'ai connu à une époque ici, dans notre pays, des gens qui vendaient des bons de commande qui étaient des bidons et qui vous promettaient de gagner 100%. Et quand vous prenez ce bon de commande-là, à la fin, on ne vous paye jamais. Et toi, le Cameroun doit combien d'argent aux fournisseurs d'or? Beaucoup de gens ont vu leur fortune dégringoler. Bref, dans les affaires, il ne faut pas avoir toujours une envie immodérée de s'enrichir en un temps record. Et tout ce qui a l'air facile est souvent à très risque. Il faut aller doucement. Ne pas mettre ses œufs dans une affaire qui vous rendra super milliardaire en un temps record, non. Et quand c'est trop bon, il faut se méfier. Il faut aller progressivement. Et vous mieux s'enrichir par escalier que de vouloir le faire par l'ascenseur. Parce que quand l'ascenseur rate,
vous vous retrouvez plus bas. Alors qu'avec l'escalier, vous pouvez vous accrocher sur une marche. Et il faut diversifier ces activités quand on les fait aussi, que de vouloir tout faire sur une affaire qui semble être juteuse, mais qui à la fin se révèle être du bluff. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, tu l'as dit, hein, la grande différence entre les riches et les autres, c'est que les riches se projettent, ils pensent à demain et ils agissent aujourd'hui en pensant à demain. Mais tu sais, dans nos familles, on a tous des oncles, des tantes, des parents, qui quand ils parlent de leur passé, c'est toujours glorieux, mais c'est toujours dans le passé. Ouais. Oh, avant, j'avais de l'argent. Et beaucoup de familles africaines ont eu ces oncles et ces tantes-là, qui étaient peut-être, comme tu l'as parfois dit, les premiers cadres, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui après n'ont pas su multiplier cet argent. Qu'est-ce qui explique donc que parfois certaines personnes, quand elles commencent à gagner de l'argent, vivent comme si elles vont avoir cet argent toute leur vie? Oui, ça s'explique parce que il y a des gens qui, dans une période donnée, n'ont pas vu les choses évoluer, n'ont pas su que ça allait évoluer. Ils ont cru que ça allait être comme constant. Tous ceux qui ont pu traverser des étapes avec le temps ont anticipé, ont su s'adapter. Or, ce qui est bon aujourd'hui, forcément, dans 5 ans, ne le sera plus. Et c'est comme dans les affaires, il ne faut pas rester dans un secteur, même quand il est déjà déclinant. On dit en économie que tout secteur qui marche à une époque donnée attire des partenaires qui veulent faire la même chose. Et les gens intelligents, quand il y a beaucoup de gens qui viennent dans le même secteur, ils vont ailleurs. Et la plupart des gens qui sont restés, surtout les salariés, ont eu le salaire à la fin du mois. Et à un moment donné, quand ils vont à la retraite, c'est fini. Ils n'ont pas anticipé que le salaire allait finir un jour et qu'on aurait des enfants qui vont grandir. Tout ça, c'est le cerveau. Et ce qui fait que la plupart des gens de cette génération-là, quand ils sont à la retraite, ils sont allés carrément à la retraite pour aller vers la tombe. Parce qu'ils n'ont pas su qu'après la retraite, les enfants allaient grandir, seraient déjà des grands enfants, des grands problèmes. Et ils n'ont pas anticipé. Donc, généralement, il faut toujours voir un peu plus loin que l'époque où l'on vit. Il n'y a pas longtemps, le téléphone n'était peut-être pas, le portable n'était pas une source, n'était pas un instrument. Qui aujourd'hui, tout le monde a un téléphone et il faut du budget pour ça. Et ça permet de communiquer rapidement, d'anticiper. Et aussi, les gens de l'ancienne génération n'avaient pas l'ouverture d'esprit. Ils n'ont pas beaucoup voyagé. Ils n'ont pas vu ailleurs ce qui se passait pour essayer de copier. Ils sont restés dans leur cadre. Et malheureusement, quand on est dans une cage, on est amené à scléroser, à rester sur place. Alors que s'ils ont l'ouverture d'esprit, voir ce qui se passe ailleurs, ils verraient qu'ailleurs, les gens étaient comme nous sommes aujourd'hui et qu'ils ont évolué. Et que les choses devant évoluer, vous devez vous adapter, vous devez anticiper. Sinon, vous serez has-been si vous êtes calé. Tu as beaucoup de sagesse quand on t'écoute, mais est-ce que cette sagesse est due au fait que toi-même, tu es passé par beaucoup d'erreurs? Est-ce que tu peux nous partager quelles sont, d'après toi, les pires erreurs financières que tu as faites dans ta vie et qui t'ont le plus appris? Les erreurs financières, c'est que il ne faut pas être trop émotionnel, trop sensible. L'Africain a un côté un peu qu'il faut déplorer, très émotif, très sentimental, trop de pitié. Malheureusement, en Afrique, si vous voulez aider tout le monde, vous vous retrouverez, comme avait dit un ami à moi un jour, si tu veux aider trop les malheureux, tu vas les retrouver. Il faut la rigueur dans tout ce que l'on fait. Parfois, ça va dire non quand c'est nécessaire. Les sacrifices sont nécessaires pour un avenir prometteur. Malheureusement, en Afrique, on a une tendance à avoir le sentiment. C'est ton frère, c'est ton cousin, supporte-le. Même s'il fait des bêtises, c'est l'enfant de ta soeur. Oui, mais il faut comprendre que si tu te mets à aider 9 malheureux, tu seras le 10e malheureux. C'est dur ça, la solidarité africaine. C'est bien, la solidarité africaine était bonne quand on vivait au village, dans le champ, on allait chercher la nourriture au champ. Mais maintenant, les besoins de la vie mondaine, de la vie moderne, sont tels qu'on ne peut plus admettre de faire des enfants comme c'est Dieu qui les donne. On ne peut plus. Le coût de la vie est tel que nous devons revoir notre système de pensée. On pouvait héberger tout le monde chez soi parce qu'on prêtait la nourriture au champ. Maintenant, on vend même l'eau. L'eau, c'est en sachet. Et la maison, je me souviens quand à l'époque, quelqu'un qui était de village, il venait habiter chez un oncle, c'était comme ça. Mais maintenant, même l'enfant de ton cousin, ton frère, non, il faut qu'il loue une maison à Yaoundé, il est étudiant. Non, c'est la réalité de la vie. Et il faut s'adapter. Donc, en affaires, tu dis qu'il faut éviter, il faut éviter. Mais les conséquences d'un non peuvent être dramatiques dans les milieux africains. J'étais au Sénégal récemment. J'ai fait une interview avec beaucoup de jeunes, par exemple, qui disaient qu'ils n'ont pas été éduqués pour dire non à une sollicitation des parents. Parce que si tu dis non,
tu es tout de suite un paria. Tu es mis à l'écart. Tu es considéré comme quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Après tout ce qu'on a fait pour toi, quand maintenant c'est à ton tour d'aider, tu n'aides pas. C'est là le piège. J'ai dit Sénégal, mais c'est partout. C'est là le piège qu'il faut éviter. Il faut savoir dire non. Quitte à être mal vu aujourd'hui, mais pour survivre. Parce que si on veut faire plaisir à la famille africaine, à faire la grande famille africaine comme ce que j'ai vu quand j'étais très jeune, vous allez stagner comme le gazon. Parce qu'à la fin, vous vous trouverez tous pauvres, mais vous êtes nombreux. Mais il faudrait avoir le courage de dire, écoute, demain, la vie sera différente. Il faudra que les enfants aillent à l'école, qu'ils apprennent les métiers. Il faut réfléchir, il faut être responsable. Et ceux qui vous disent d'aider les cousins qui parlent le temps à dire que Dieu donne les enfants, si vous voulez leur faire plaisir, vous vous retrouvez tous avec une cohorte de mendiants et de pauvres. Il faut savoir dire à un moment donné non. Soyez responsable dans tout ce que vous faites. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. Mais l'homme y est pour quelque chose. Les parents ils sont pour quelque chose. Je n'ai jamais vu Dieu envoie il dit que la pluie qui tombe du ciel, mais les enfants ne tombent pas du ciel. On sait comment on les fabrique. Donc Dieu, vraiment, très souvent, il faut un peu le laisser de ce côté tranquille. Il faut des responsables en Afrique. Parce qu'un enfant, c'est quand même, on sait comment on le fait. Mais pourquoi cette irresponsabilité? Pourquoi des jeunes ont beaucoup d'enfants alors... Pourquoi les gens... Qu'est-ce qui fait que quand on pense à faire un enfant, on ne pense pas aux finances? C'est parce qu'on n'a pas appris très souvent à l'Africain à être responsable. On se dit que la solidarité familiale africaine est là comme le coussin. J'ai mon frère, j'ai mon cousin. Mais généralement, que on le veut ou pas, on sera amené à être un peu comme les Occidentaux, à être un peu individualiste. Parce que ça devient de plus en plus récurrent qu'on ne peut plus. Et quand on a les moyens de supporter toute la famille, on ne peut plus. Sinon, les épaules sont cassées. Et il faudrait que l'enfant, déjà dès le bas âge, qu'on lui apprenne à être responsable dans tout ce qu'il fait comme acte. Ton lui donne son argent de poche, c'est pour un nombre de jours bien précis, qui sache le gérer, qui ne croit pas qu'il aura toujours la main tendue, la main qui va recevoir du parent. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours lui faire plaisir. Quand il est irresponsable, on continue à le gâter. Non. Il faut que l'enfant sache que j'ai ceci pour cela. Il faut que je rende compte que je... Sinon, quand il va grandir dans ce libertinage, il croira que mon père est là. Je suis le fils de mon père, a laissé l'héritage. Non, 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 non. Il faut créer, il faut amener l'enfant à ce qu'il sache qu'il va créer sa part d'héritage aussi. Ne serait-ce que pour augmenter à ce qu'il a trouvé. Mais si vous lui mettez dans la tête qu'il est héritier, qu'il est l'enfant béni de bon Dieu, mais il va dormir sur ses lauriers. Tu confirmes donc l'adage qui dit que c'est plus difficile quand on vient d'une famille riche de réussir. Mais il y a des riches qui font comprendre aux enfants que tout bien a une valeur. Souvent, les familles riches en Afrique font croire à l'enfant qu'il est né pour consommer. C'est une erreur catastrophique qu'il ne faut pas faire. L'enfant ne doit pas casser un verre et après on se met à le féliciter qu'il a cassé un verre. L'enfant ne doit pas faire des bêtises, on l'encourage. Il faut que l'enfant, s'il fait une bêtise, qu'on le réprimande. Malheureusement, nous avons un amour immodéré, illimité pour les enfants et on leur donne tous les droits. Et quand ils font des gaffes, ils grandissent dans ce pardon, cette tolérance. Et tôt ou tard, quand ils sont devant les responsabilités, ils ne peuvent pas assumer. Ils savent que papa était là pour tout supporter. Et ce n'est pas possible. Il faudrait que l'enfant, dans son éducation, sache que je ne dois pas faire n'importe quoi. Malheureusement, la bourgeoisie africaine, dans un moment donné, a cru que l'enfant était le chef-d'œuvre de l'existence. Oui, c'est ça. Oui. Tout donner à l'enfant pour montrer qu'on a réussi. Et le Dieu donné, bienvenue. Non, il faudrait que l'enfant, quand on l'élève, qu'on lui apprenne certaines valeurs. Le respect de la chose, le respect du jouet. Sinon, si vous laissez à l'enfant l'impression de croire qu'il peut tout se permettre, il croira que la vie est comme ça. Or, vous, le père, vous avez trimé. Hein? Or, vous lui donnez l'impression que tout ce qu'il a là, il peut mettre le feu dessus. Non. C'est une erreur que la plupart... Et j'ai souvent l'habitude de dire une chose. Nous sommes nés, on nous envoie à l'école, on ne nous a pas appris à être des parents. On ne nous a pas appris à être responsables. On sait comment on grandit, on devient adulte, mais on ne nous a pas appris que quand on est adulte, on fait un enfant. Voilà comment on élève l'enfant. Il n'y a aucun cours à l'école où on apprend comment on élève un enfant. Comment on devient parent. Comment on doit se comporter avec ses enfants à la maison. Or, quand on n'a pas la chance d'avoir un cousin, un oncle qui gronde et qui dit que l'enfant doit être grondé quand il fait une bêtise, si vous laissez l'enfant toute la latitude, il n'apprendra même pas. Il trouve vraiment que la vie est pénible parce qu'elle est tellement facile. Et qu'est-ce qu'il va faire?
il sera irresponsable. Je veux que tu parles aussi aux parents, parce que la pression que les jeunes subissent, notamment dans nos contextes africains de solidarité, vient souvent des parents. Un jeune, toi tu as des enfants, je suis ton enfant, tu as de grands enfants aujourd'hui. Si tu soumets un besoin de tes enfants et qu'ils te disent littéralement non, je ne peux pas, j'ai telle contrainte, comment tu réagis? Non, moi, pour être un parent, un grand-parent, j'estime que je ne devrais pas attendre de mes enfants quoi que ce soit. S'ils me font des gestes, vraiment, je les prendrai avec beaucoup de reconnaissance. Mais je leur demanderai toujours d'être responsables vis-à-vis de leurs enfants. Nous n'avons pas à attendre les retours sur investissement sur nos enfants. Aïe, aïe, aïe. Là, tu vas tout gâter, là. Si les enfants peuvent par moment, je le dis, j'assume, si les enfants peuvent pas, parce que quand vous êtes Il y a des parents qui considèrent que l'enfant, c'est un investissement. c'est regrettable. Le parent a une obligation. C'est lui qui a fabriqué l'enfant. Ouais. Il doit en faire un être humain responsable et capable de s'autosuffire. Oui, Et cet enfant aussi devrait se préparer la vie de ses enfants. tout à fait. Et non s'occuper des parents qui doivent comprendre que j'ai fait mon temps. Donc, je n'exige pas, je ne veux pas que les parents exigent de leurs enfants quoi que ce soit. Les enfants, même par reconnaissance, franchement, savent qu'ils ont quand même des parents et qu'ils doivent leur... Parce que s'ils traitent mal leurs parents, leurs enfants vont leur faire la même chose aussi. Hein. Mais ils doivent préparer leurs enfants à eux pour être capables demain de ne pas être dépendants d'eux, quitte à ce que plus tard, ils soient fiers que mon enfant a décollé d'abord. Mais les parents qui passent le temps à exiger de leurs enfants beaucoup de choses, commettent là, à mon avis, une erreur stratégique fondamentale. Il y a des parents qui se fâchent. Non. On t'a envoyé en Europe, on s'est sacrifié. Mais c'est normal qu'un parent se sacrifie pour son enfant. Pourquoi tu m'as fabriqué alors? C'est normal. Non, je crois que c'est un grand... Mais ça, c'est beaucoup dans la mentalité africaine. Quand on surtout quand on parvient à envoyer un enfant en Europe ou quand un enfant fait des grandes études, on considère qu'il doit quelque part rembourser. L'enfant ne peut pas... Il va faire des gestes, c'est vrai. Mais l'enfant pour lequel on a fait des sacrifices à une époque, à l'époque où il sera déjà homme, sera confronté à des défis plus forts aussi. Il faudrait qu'il s'achète un terrain en millions, qu'il puisse avoir un chien chez lui, qu'il puisse élever ses enfants pour qu'ils fassent des écoles, des études à leur époque. Or, si les parents veulent avoir leur retour sur investissement, mais ce que vous avez fait, vous avez raté votre... Parce que ces enfants, lui, ne pourront plus suivre le rythme des enfants de ses amis, qui, eux, auront une éducation dans des grandes écoles. Parce que chaque génération doit savoir affronter ce à quoi elle est confrontée. Moi, j'ai pu faire mes enfants qui sont des cadres. Mais mes enfants doivent se battre pour que les leurs aussi soient autant cadres. Et ce sera plus dur dans 10-15 ans. Or, si je leur demande plutôt d'investir sur moi qui suis déjà une souche, ce n'est pas l'idéal. Parce que leurs enfants vont faire Harvard, Massachusetts. Et quand on aura besoin d'un cadre, ces enfants, ce sont les autres qu'on va chercher, non les miens, pour lesquels ils ont passé à s'occuper de nous. Non, nous ne sommes plus comme les vieux joueurs, hein, on est au gradé, on applaudit. Hein. La concurrence sera dure demain. Et préparer nos enfants et nos petits-enfants à ce qu'ils puissent mettre haut le standard de notre famille. Dans des familles, aujourd'hui, on a eu des familles qui sont tombées comme ça. Alors qu'il faut faire en sorte que si aujourd'hui vous êtes des cadres, que vos enfants demain soient des cadres. Et il faudra que vous investissiez beaucoup plus dans les grandes écoles. Et dites-leur aussi que dans votre tombe plus tard, vous exigerez qu'ils soient toujours au top. Sinon, c'est une génération qui va disparaître. C'est fou quand même. Je veux qu'on discute aussi, toi qui vis en Afrique, on parle beaucoup de l'oisiveté des jeunes par manque de travail. Tu es à la retraite maintenant. On ne parle pas beaucoup de l'oisiveté des gens à la retraite. Comment on s'occupe quand on est à la retraite? Ah oui, c'est un drame pour les Africains. Nous n'avons pas prévu le troisième âge et les activités connexes au troisième âge. On n'a pas beaucoup prévu. La retraite, c'était apparemment, c'était la fin du système. Parce que là, on n'a pas prévu, il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a rien pour retenir les gens. L'alcool. L'alcool, il n'y a que l'alcool, c'est fini. Non, on n'a pas beaucoup prévu quelque chose. Et les vieux en Afrique, d'abord, ils sont déjà un peu has-been. D'ici peu qu'on ait des besoins de retraite, je ne crois pas que ça va traîner. On n'est pas occupé. Pourtant, nous avons quand même des expériences, hein, on a quand même du savoir-faire. On n'exploite même pas les connaissances des gens âgés. Bon. Et aussi, la vie évolue tellement vite que parfois nous sommes un peu hors circuit. Hein. Le virtuel a gagné tous les domaines. Et c'est pas évident que les gens d'une certaine génération soient encore vraiment utiles. Hein.
Et comme on n'a pas prévu, il y avait mis un peu le ministère du troisième âge ici, vrai. Il faut voir des gens de ce grabataire. Non, il faut que chacun doit préparer sa retraite. Et quand il est encore jeune, et ce sera difficile. On n'a rien prévu pour ça. Vous voyez les jeunes, à un moment donné, Que penses-tu des amitiés, papa? Il y a des amitiés, parce que je me suis rendu compte quand même que beaucoup de gens qui ont du mal à épargner, ce sont les gens qui ont beaucoup d'amis et qui sont souvent dans les sorties avec les amis. Oui. Les boîtes, les bars, les restaurants, ainsi de suite. Est-ce que tu ne penses pas aussi que les amitiés peuvent être comme on dit, hein, si tu marches avec 5 riches, tu seras le 6e. Si tu marches avec 6 pauvres, tu seras le 7e. Il est reconnu que dans nos sociétés, lorsque vous avez des amis, très souvent, ce sont des amis profiteurs. Quand vous avez une position telle qu'ils peuvent tirer des avantages sur vous, c'est à vous d'être malin. Et il faut savoir avec quel type de personnes vous liez d'amitié. Si vous n'avez que des amis qui sont là pour distraction, dites-vous bien que ça n'ira pas loin. C'est parce que vous avez encore peut-être les moyens de payer les factures qu'ils vous témoignent leur amitié. Mais il faudrait avoir souvent des amis qui voient aussi plus loin, qui voient à l'après-distraction, qui ont des ambitions pour leurs enfants, qui pensent à la vie de leurs enfants, qui pensent dans 10 ans. Malheureusement, si les gens pas le temps à s'amuser, et qu'ils trouvent que vous avez les moyens pour le faire, ils vont vous congratuler, vous êtes leur meilleur ami. Mais le jour où vous n'aurez plus les moyens, ils vont vous abandonner, parce que vous ne serez plus utile. Donc, en amitié, il ne faudrait pas trop se focaliser. J'ai beaucoup d'amis, on m'appelle. On vous appelle parce qu'on sait que vous avez la poche qui pèse. Le jour où elle est vide, ils passeront devant votre maison, ils ne vous s'arrêteront pas. Et ils commenceront à vous dire des colibés. Ah, c'est un pauvre type. Il a quoi? Ah, c'est un salaud. Donc, l'amitié, il faut choisir qui est votre ami et savoir pourquoi il est avec vous. Tu as beaucoup parlé de sacrifice. Mais dans la vie, on doit se faire aussi plaisir quand même. Est-ce que quelqu'un travaille? J'ai eu une interview ici à ta place il y a quelque temps, une jeune dame qui disait qu'elle ne voit pas l'importance pour elle d'épargner, elle n'a aucune charge. Elle est enfant unique, ses parents n'ont pas besoin d'argent, pourquoi elle va épargner? Et elle veut profiter de la vie. En plus, elle a expliqué après que c'était aussi dû au fait qu'elle avait été victime d'un traumatisme, la mort de son frère, à un âge très jeune, 28 ans. Et elle s'est dit, mais pourquoi je vais me priver alors que demain je peux partir? Et beaucoup de jeunes ont aussi cette mentalité de se dire, mais pourquoi on nous demande de nous priver alors qu'on n'est même pas sûr qu'on sera là demain? Oh là là là. Ça, c'est un problème que je n'arrive pas à toujours maîtriser. La vie est quand même, elle est sacrée. Et c'est vrai que la mort, c'est quand même le drame. On ne devrait pas toujours croire qu'on va mourir le lendemain. On va mourir, ça c'est évident. Mais vraiment, il faut souhaiter vivre longtemps. Et le plus loin possible. Et pour avoir la chance d'être heureux longtemps, il faut avoir des ressources. Parce que si vous gaspillez vos ressources quand vous êtes jeune à 100 à l'heure, et si vous avez la chance de vivre longtemps, attention. Ayez toujours en réserve de quoi faire face s'il y avait un imprévu. Et ne gaspillez pas tous vos revenus dans le plaisir à l'instant présent. Ce serait dommage. Laissez même quelque chose à vos enfants. Parce que quand vous dites que mais la vie ne s'arrête pas après votre mort, la vie continue, par vos enfants. Donc il faudrait quand même, quand on est jeune, c'est vrai, s'amuser, mais allez savoir que ça va durer. On peut s'amuser à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, 70 ans comme nous. Il y a des plaisirs de tout âge. Mais si à 20 ans, 25 ans, 30 ans, on a vécu au point où on a connu tous les plaisirs, mais à la fin, la vie n'a plus de sens. Il faut savoir vivre et raison garder. Ne pas croire que la vie s'arrête demain. Ne pas prendre le prétexte de la mort pour vivre à 150 à l'heure. Non. Il faut vivre en sachant que si la Providence vous donne l'occasion de vivre plus longtemps, vous aurez l'occasion de vivre à 30, 40, 50 ans et avoir de quoi vous soigner si vous êtes malade, d'assister votre partenaire si elle a un problème, de faire face à un enfant qui peut avoir des ennuis. Mais si vous n'avez pas gardé un peu de réserve, vous vous retrouverez un matin carrément en plein désert. Non, il faudrait pas croire que la mort suffit qu'on vive sans réserve, non. On va tous mourir, c'est vrai. Mais il est souvent bon d'avoir toujours quelque chose de côté. Même pour ces vieux jours. Que de dépendre de ses enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on sera vieux, parce qu'on a passé son temps à s'amuser. Et il est bon aussi de savoir que le plaisir, ce n'est pas que dans les amusements. Hein. Il y a même une joie de voir son enfant grandir. C'est un peu vous qui continuez après. Vous voyez votre enfant, vous êtes fiers. Alors ce n'est pas que les plaisirs émotionnels seulement, ça non.
Il y a un plaisir à être grand-père. Il y a un plaisir à avoir ses enfants aussi. C'est ça, il y a ce plaisir-là. Donc, il ne faut pas vivre comme si ça ne se limitait qu'à ça. Non, non, c'est pas seulement ça. Moi, je me souviens quand on donne les résultats des enfants, quand les enfants passent aux examens, les parents sont même plus contents que les enfants. C'est un plaisir. Quand l'enfant se marie, c'est un autre plaisir. Quand on devient grand père, c'est un autre plaisir. Donc, le plaisir ne s'imite pas seulement aller en boîte de nuit, danser, bon, non, 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 non. Ça, c'est du très court terme, ça. Tu as parlé des enfants, le choix du conjoint. Alors là, j'ai toujours dit que le choix du conjoint, c'est quelque chose. On ne sait pas. Moi, je crois très souvent, comme me disait de mes mentors, il faut souvent prier le bon Dieu pour qu'il vous mette en contact avec la personne vraiment qui est idéale, qui est idoine pour vous. Il y a des critères. Est-ce que tu conseillerais à l'une de tes filles, bon, elles sont mariées, tu conseillerais à l'une de tes filles d'aller avec quelqu'un qui est ivrogne? Non. Mais voilà pourquoi il faut quand même regarder où on met les pieds quand même. C'est quand même le compagnon de la vie, hein. Il faut quand même que la personne réponde à certains critères. Qu'on s'interroge, elle est comment? Comment étaient ses parents? Mais ils sont de quelle famille? Mais si c'est une famille gens irresponsables, tu vas où là? J'ai un grand ami à moi qui me disait un jour, quand on veut se marier, il faut tous se rassurer que dans cette famille, il y a au moins une personne que tout le monde respecte. Or, si c'est une famille où personne n'est considéré, attention. Parce que cette femme-là, si vous avez des ennuis demain, elle vous fera comme ça. Alors que si elle avait été éduquée dans un milieu où il y a un oncle qui lui parle, un oncle qu'on écoute, elle saura qu'il y a un mari, il y a un père dans la vie. Le choix du conjoint demande beaucoup de paramètres. Et il faut faire des enquêtes un peu, savoir comment était la famille de la personne avec laquelle Pourquoi la famille alors que c'est la personne que tu vas épouser? Mais elle a grandi dans un milieu, elle a une éducation. L'individu est fonction du milieu où, s'il avait un papa irresponsable, il se comprendra que la vie est irresponsable, sauf s'il veut faire l'inverse de son père, parce qu'il était traumatisé. Mais si son père lui a inculqué, sa mère lui a inculqué certaines valeurs, c'est de le faire. Et ça va dans le subconscient. C'est tout là, le cerveau. Si le père déjà étant enfant vous disait que ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, l'enfant garde ça comme souvenir, comme système de vie, comme système de comportement. Et plus tard, ça va revenir. Alors, si c'est un enfant qui a eu le père aller à gauche, à gauche, c'était comme ça, elle aura tendance à le faire. Donc, moi, je crois que le choix du partenaire, il faut souvent tenir compte du passé de la personne, comment elle a vécu, ses valeurs, son système de valeurs. Parce que sinon... Quelle est l'importance de l'attirance physique? Parce qu'à la fin de la journée, c'est le premier critère. Ouais. Malheureusement, tout ce qui brille n'est pas or. Et très souvent, les artifices que l'on utilise... Moi, je me souviens que mes professeurs nous disaient, en fait de mariage, trompe qui peut. C'est un principe. Trompe qui peut. Oui. Alors, chacun s'affule de tous les attributs positifs. Mais il faut un peu gratter. Il y a des exemples de gens qui jouent au malin, ils jouent au type qui n'a rien. Moi, j'ai connu une anecdote, ça me concerne. Il ne faut jamais être... si vous voulez épouser, si vous avez vu une fille quelque part, ne vous présentez pas comme le candidat. Demandez à quelqu'un d'aller avec vous et que c'est lui qui est le candidat. Qu'on voit un peu comment ça va se comporter. Parce que si vous venez avec tout, mais tout le monde sera chrétien, tout le monde sera ange. Mais si vous lui permettez d'entrer dans votre 5,50 m, c'est là où il sortira les vraies griffes. Non, il faut aussi... Les gens sont malins. Les gens savent qui est qui. Et donc, ne vous vendez pas aussi sans faire des petites enquêtes. Parce que si on sait que on va être gentil, poli. Mais si vous signez l'acte de mariage, c'est là où on sort les vraies griffes. Et c'est trop tard. Donc, il faut faire des enquêtes, il faut vérifier. Ne vous laissez pas aller parce que vous avez vu une beauté physique et... Pourquoi les autres ne l'ont pas épousé avant? C'est un défaut d'être belle. On a le droit d'être belle. La beauté physique ne devrait pas être l'élément central dans le choix d'un partenaire, d'un conjoint. C'est ce qu'il y a après, c'est ce qu'il y a dedans. C'est son système de valeurs. Est-ce qu'elle a la tolérance? Est-ce qu'elle a l'endurance? La tempérance? Est-ce qu'elle est humaniste? Est-ce qu'elle comprend la douleur? Est-ce qu'elle peut savoir que demain, si tu n'as plus ton travail, elle peut rester avec toi? Si elle croit que la vie est telle qu'on peut s'amuser à tout moment sans avoir de... Est-ce qu'elle a connu des moments de... Est-ce qu'elle a connu même ce que c'est la douleur? Parce que la vie n'est pas linéaire. Hein?
quel que soit l'individu, il y a des moments où on a des difficultés. Ça peut être physique, financière, n'importe quoi. Bon, si le partenaire n'est pas capable de traverser le désert Mais si ta femme te demande de dépenser, de lui acheter une voiture, de lui acheter des gadgets, la robe, le téléphone, iPhone, c'est ta femme quand même. Tu travailles, tu dois lui faire plaisir. Non, si une personne avec qui vous voulez fonder une famille a pour ambition de vous faire vider vos caisses tous les jours, fuyez-la. Une femme doit être à côté de l'homme pour qu'on projette ensemble, fonder une famille et non venir être là pour s'habiller et pour s'amuser. Qu'elle s'amuse avec qui elle veut s'amuser. Mais si elle veut fonder une famille, il y a les enfants, il y a l'avenir. Tu peux être malade, elle peut être malade. Donc si l'habillement, le gadget est tout ce qui l'intéresse, vraiment, amusez-vous peut-être quand vous le voulez, mais pas pour fonder une famille. C'est un avis. Parce que j'ai été banquier, j'ai eu de l'argent. À un moment donné, l'argent est fini. Et si mon épouse n'était pas restée avec moi, je serais mort. Comment ça? Mais quand vous avez eu l'argent et que c'est fini à un moment donné, parce que le travail est fini, l'argent, les économies ont fondu, c'est là où vous savez si vous êtes marié. Hein? Parce que le train de vie va chuter. Et il faut que la compagne reste. La plupart de mes amis qui sont déjà morts, paix à leur âme, c'est quand ils ont eu des ennuis et que les femmes les ont abandonnés. Et l'homme devient fragile. Elle vous lance les mots les plus qui vous font mal. Vous traversez la route sans regarder, la moto vous cogne. Mais vous n'êtes pas, non, vous ne valez rien. Alors que vous avez connu des jours heureux. Bon, c'était pour le meilleur, le pire. Mais elle, c'est pour le meilleur seulement. Le pire, elle n'est plus là. Alors, ce n'était pas un bon choix. Il faudrait que la femme ou l'homme avec lequel vous voulez fonder une famille soit capable de vous supporter quand vous traversez le désert. Et pour le faire, il faut que pendant que vous avez les moyens, que vous ayez des réserves pour attendre si le désert arrive. Que vous ne soyez pas vraiment démunis dès que vous commencez le désert. Qu'il y ait de quoi tenir. Que vous réduisez même votre temps de vie progressivement. Mais si vous avez une personne qui, à la fin du mois, ne faisait que sortir la liste de dépenses, et le jour où, comme la cicale et la fourmi, quand vous n'aurez plus, ce sera fini. Et c'est catastrophe. Il faudrait dans la vie, toujours pour réunir l'épargne, avoir toujours son épargne, toujours la réserve. Toujours la réserve. Il ne faut jamais être démuni. Il ne faut pas vivre au point où on vit des découvertes. Non, il faut autant que possible. Parce que les gadgets, ça sert à quoi? Si vous avez 50 paires de chaussures, ça vous sert à quoi? Vous n'avez que 2 pieds. Parlons d'un sujet quand même aussi un peu tabou, les cachotteries dans les familles. Dans beaucoup de nos familles africaines, monsieur gagne de l'argent dont madame n'est pas au courant. Madame a ses rentrées d'argent dont monsieur n'est pas au courant. Chacun a une vie financière parallèle. Bon, certains estiment que les hommes ont fait tellement de coups aujourd'hui que les femmes font ça pour se protéger. Ouais. Si elle montre toutes ses ressources au mari, il peut, après avoir fini de dépenser les siennes, venir puiser là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de penser? Homme comme femme, qui se cache. Beaucoup de couples le font. Et vraiment, c'est regrettable. L'idéal aurait été d'avoir un couple qui communique. Parce que les deux ne font plus qu'un. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on constate que c'est 2 personnes qui sont vraiment, qui cohabitent, mais qui ont des barrières. C'est regrettable et c'est courant. C'est dû au fait que les gens sont de plus en plus hypocrites. Ils ne se marient pas parce qu'ils veulent fonder une famille, mais ils font des affaires. Ils calculent à tout moment tirer le gros lot sur l'autre et le lâcher si ça ne va pas. C'est dommage. C'est courant. C'est courant. C'est courant. Parce que quand on fonde une famille avec une personne, c'est pour supporter les moments difficiles. Vous n'en faites qu'un. Malheureusement, j'ai constaté que beaucoup de couples actuels, ils font bien séparer, tout est calculé. Bon, c'est une option. Si c'est la mode, bon, pourquoi ne pas l'admettre? Mais ce serait regrettable. Et je crois que, voilà pourquoi il faut souvent dialoguer, savoir converser, savoir. Si vraiment si vous voulez fonder une famille au point où, franchement, vous allez vous supporter, tant mieux. Mais si c'est un mariage d'affaires, bon, vous faites carrément, vous calculez tout. Hein. Vous allez chez le notaire, vous faites le contrat de mariage, tout, oui, vous divisez les charges. Il faut bien jouer franc jeu. Et le drame, c'est qu'il y a un qui trompe sur l'autre. On fait des mariages comme qui peut. On fait semblant de vous aimer, mais on vous calcule. C'est courant, mais c'est dommage. Quand le matériel a déjà pris l'importance dans la vie du couple, où le calcul financier est déjà la préoccupation de l'un, c'est dommage. Parlons à présent du vol, de la corruption et de
volonté de l'enrichissement rapide. C'est un vrai phénomène quand même qu'on a de plus en plus de nos jours. Les gens qui veulent s'enrichir très rapidement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça déjà? C'est que le vol a été pratiquement, depuis un certain temps, ce qui se fait le plus et qui est devenu normal. Alors que avant, voler était un péché. Maintenant, c'est devenu une mode. Et les gens s'enrichissent, on ne sait même pas d'où vient leur richesse. Et ils sont dans la société, et c'est eux qu'on considère. Quand ils parlent, parce qu'ils ont l'argent, vous qui êtes sage, si vous parlez, on dit, toi, laisse celui-ci là qui a les moyens. Et la société a changé de valeur. L'homme qui a le matériel est respecté, même s'il a volé. Et malheureusement, les jeunes comprennent que ceux qui ont trimé, qui ont travaillé, n'ont pas toujours eu la récompense qu'ils méritaient. Et ceux qui sont passés par les raccourcis ont pu avoir le gros lot, et c'est eux qu'on considère. C'est regrettable. On ne considère plus un individu par ce qu'il est et qu'il vaut, mais par ce qu'il a et qu'il a obtenu, on ne sait pas comment, très souvent. Parce que comment voulez-vous admettre que des gens aient une fortune qui ne s'explique pas? Et ils sont respectés dans la société. Bon. C'est la société moderne, on peut que constater. Parce que j'ai connu un monsieur qui avait eu un enfant qui était ferman. Quand il venait d'Europe avec l'argent qu'il avait engrangé là-bas, il s'est mis à habiller sa maman avec tout ce que cela comportait. Le père a dit, mais il a dit à sa femme, je ne te reconnais plus là. Elle a dit, tu es jaloux de mon enfant a eu l'argent. L'enfant est allé en Europe, il a demandé à son père qu'il allait lui acheter une voiture. Le père a dit, mais mon ami, je ne sais même pas conduire, même le vélo, je n'ai pas pu avoir dans ma vie. Tu imagines une voiture que j'ai mes amis qui ont des voitures? Et la maman a dit, oh, toi, tu es bête, tu laisses l'enfant. Il a dit, ah. L'enfant faisait ses aventures. Une fois, on a appris que dans ces activités là-bas, il est mort. Et quand la maman pleurait, le père dit, bon, voilà. Cet enfant n'a pas aimé aller à l'école, n'a pas voulu travailler. Bon, il a voulu avoir la richesse, il l'a eu facilement, voilà. Non, il faudrait, la société, bon, le matériel, ceux qui courent après le matériel sans mériter, il y en a qui disent qu'il faut vivre vite et bien et mourir jeune. Bon, c'est une option toujours. Hein. Que penses-tu de ces gens qui vont chez des marabouts pour essayer de s'enrichir? C'est dans le même système, c'est la suite de ce que je te disais. Les gens veulent le raccourci pour arriver, mais c'est un raccourci certes qui vous permet d'atteindre ce que vous objectif, mais en fait, est-ce que c'est la meilleure solution? Le marabout, il te donnera peut-être des potions pour t'enrichir, mais qu'est-ce qu'il va te demander en contrepartie? Tout se paye ici-bas. Il y a une contrepartie dans tout. Vous ne pouvez pas aller chez un marabout qui lui-même est pauvre et vous donne les moyens pour vous enrichir sans vous demander quelque chose en retour. C'est ça. Or, si vous voulez vivre bien en un laps de temps, allez-y. Et attendez qu'on vous demande en contrepartie quelque chose. Et Tu as déjà eu des propositions? bien sûr. Beaucoup. Mais je n'ai plus beaucoup d'amis de ma génération. Beaucoup ont eu des feux de paille. Depuis l'école, il faut exiger à l'enfant de mériter la note qu'il a eue à l'école. La tricherie n'est pas bien depuis. Parce que même la tricherie, il y a les parents qui favorisent, même si ça, c'est pas bon. Quand vous permettez à l'enfant de passer par les labyrinthes, c'est pas bon. Il va continuer toute la vie. Il faut que l'enfant soit fier d'avoir eu une note. S'il a mal travaillé, ne le grondez, ne le blâmez pas. Amenez-le à ce qu'il apprenne la leçon, qu'il ait une note dont il est fier, que d'avoir une note bifurquée. Et il va croire que la vie, tout se fait comme ça. Et il arrivera où? Moi, je vais vous faire une confidence. À la banque où j'ai travaillé, on a eu un stagiaire qui imitait la signature de boss. Et à la banque, à l'époque, la banque française à laquelle j'ai travaillé, on avait les blancs, enfin les Français, les blancs, qui prenaient nos corbeilles. À l'époque, on n'a pas compris pourquoi. Chaque cadre, nous étions des jeunes cadres, on avait chacun une corbeille avec ton nom dessus. Et le soir, on prenait nos corbeilles pour aller voir ce qu'on faisait dans la journée. Lui, on avait vu qu'il imitait les signatures de boss. Et imagine, j'ai un stagiaire qui passe le temps à imiter les signatures de boss. Et bien sûr, on l'a fait partir. Les raccourcis finissent par... Oui. On finit par vous attraper. Hein. Je veux qu'on sorte sur un sujet d'actualité. Il y a une élection présidentielle au Cameroun cette année. Au-delà de la présidentielle au Cameroun, il y a beaucoup de présidentielles maintenant en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. On a l'impression qu'il y a quand même depuis quelques années maintenant
une prise de conscience de plus en plus active de la jeunesse africaine, notamment par rapport à la volonté de s'émanciper de l'ancienne puissance colonisatrice. À ton analyse, est-ce que la jeunesse camerounaise est prête à s'émanciper? C'est une question une grande question. Le drame, c'est que chez nous, on manipule la jeunesse. On la manipule de 36 manières. On essaie de tribaliser les problèmes, alors qu'un pauvre du Nord et un pauvre du Sud vivent la même condition. Et on leur fait croire que non, le problème d'ethnie, c'est regrettable. On ne pose pas les problèmes réels sur la table. Quand vous voyez le chômage qu'il y a en Afrique, les gars qui meurent au désert, les mecs qui meurent dans l'Atlantique, le nombre de bacheliers qui passent le temps à faire les motos, la jeunesse africaine, elle a un horizon fermé. Mais est-ce que l'ancienne colonie a vraiment voulu que l'Afrique s'émancipe? Est-ce que les indépendances qu'on a reçues à l'époque étaient vraiment réelles? Parce que la France est pour beaucoup dans ce qui arrive en Afrique parce qu'elle n'a pas voulu que l'Afrique grandisse. Et on apprend un enfant à pêcher, on ne lui donne pas le poisson. Et on ne maintient pas en place des régimes pour avoir des avantages des mines du sous-sol comme ça. C'est qu'on n'aime pas la population de ces pays-là. On aurait dû nous apprendre à nous à être des partenaires. Qu'on n'ait pas envie d'aller en Europe. Qu'on ait tout chez nous. Qu'on apprenne à construire, à bâtir notre pays. Mais ça a trop duré, ce système d'indépendance factice-là, qui a fait que nous sommes partis de 4-5 millions, il y a 30 millions. C'est plus possible de continuer à vivre comme ça. C'est difficile. On aurait dû faire en sorte que l'Afrique soit le partenaire à la colonie française. Qu'elle nous apprenne à grandir, qu'elle nous laisse grandir. Ça allait être difficile, mais on serait autonome, on serait responsable. Mais ils ont cru bien faire en exploitant l'Afrique comme ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ils nous chassent de chez eux. Ils chassent les Noirs. Ils ne veulent plus qu'on ait en Europe. Et qu'est-ce qu'il y a chez nous? Rien. Et la jeunesse est amenée à se livrer à la drogue, pour s'évader, au jeu, n'importe quoi, aux déviances, quelque chose. Alors qu'il y a encore tout à faire en Afrique. Tout. Mais est-ce qu'on a préparé les Africains à savoir qu'ils doivent être autonomes? Non. Dans les élections, ce sera difficile. Ce sera difficile parce qu'on ne nous a pas mis au travail à temps. Avec trop de facilité, trop de complicité en très haut lieu. Et aujourd'hui, c'est difficile. Allez voir l'arrière-pays, c'est une catastrophe. Allez voir les villes, c'est la misère. La lumière, on ne l'a pas, l'eau, on ne l'a pas, les routes, on ne l'a pas, les hôpitaux. Et la jeunesse fait les enfants qui vont demain encore avoir des bouches à nourrir. Dans les écoles, il y a des bacheliers qui chôment. Qu'est-ce que vous voulez? La responsabilité n'a pas été la chose mise en évidence pour les générations. Et ce sera difficile. Tout dirigeant africain qui prend le pouvoir en Afrique actuellement aura des problèmes énormes parce qu'il y a une jeunesse énorme. Allez un peu voir les gens comme le matin ils sortent. Mais ils vont où? Ils se débrouillent. Et ils font des enfants en plus. Et ce sera difficile. Aucune usine n'est créée, aucune grande usine n'est créée, aucune perspective, rien. Et chaque année, ça fait des enfants qui naissent. Allez voir. Ça fait peur. Ça fait peur. Et les hommes politiques, avec la manipulation, pour rester au pouvoir, ils vous cognent les têtes, ils vous disent n'importe quoi, tout le contraire, sauf qu'ils n'ont pas préparé l'avenir de la jeunesse. Et c'est ça, on a peur. Hein? Un jeune qui nous suit là maintenant, quel conseil tu lui donnerais? Il veut réussir sa vie. Tu lui donnerais quel conseil en sortir de cette interview? Non, il ne faudrait jeune pas, homme, jeune femme. Un jeune ne devrait pas rêver. On a souvent rêvé, et la télévision fait souvent rêver les jeunes. Quand on voit la télé, on pense que la vie, elle est belle partout, elle est facile. Un jeune, moi je conseille à un jeune, autant que possible, s'il est à l'école, qu'il fasse bien ses études et qu'il apprenne à diversifier ses compétences, qu'il ne croit pas, qu'il ne rêve plus à avoir un bureau. Comme nous à l'époque, on nous cherchait à la torche, chez le cas des intellectuels. Maintenant, l'école n'est plus le seul moyen par lequel on peut trouver savoir de salut.
Il faut apprendre les métiers. Il faut chercher. Et ce sera difficile. Et qu'on ne se laisse pas aller, qu'ils évitent la facilité, qu'ils évitent la drogue, surtout la drogue. Alors là, nous, à notre époque, on ne connaissait pas la drogue. Hein. On se limitait à la petite bière. Mais tout ce qu'ils font là, et la vie facile que la télévision leur montre là, c'est pas bon. Et il faudrait qu'ils sachent que la réalité est là. Et que pour fonder une famille, en ce moment, c'est plus dur qu'il y a 30 ans. Et que rien ne leur sera donné. Tout est difficile et il faut qu'ils sachent que ça sera plus difficile et qu'ils soient responsables de leur vie. Parce que les parents sont en train de partir et ce sera très difficile. Il y a l'agression partout. Maintenant, on a peur de rentrer le soir, on agresse partout. Et ce sont les jeunes qui agressent. J'ai des amis qui ont été agressés à minuit. Les motos, ça ne va pas. Et c'est les jeunes désœuvrés dans la misère, la drogue. Donc, la jeunesse, il faut savoir qu'il faut travailler, il faut chercher à apprendre un métier. Et travailler sur ses mains, ne pas spéculer, ne pas rêver dans les jeux. Ce sera difficile, mais ils sachent qu'ils ceux qui vont se battre vont finalement peut-être tirer leur épingle du jeu. Et il faut travailler, il faut mériter, il faut se sacrifier. Ce sera difficile. Mais ne plus croire que ce que nous, les aînés avons eu, ce sera difficile. Ce sera difficile. Vous n'avez, à la banque, quand j'ai travaillé, maintenant avec le Ramone, vous avez l'argent. Le banquier n'est même plus utile, vous faites tout avec votre téléphone. Bientôt ce sera la médecine. Bientôt ce sera tout comme ça. Donc, il faudrait l'imagination, chercher à faire quelque chose. Ne plus croire que la vie est carrée, non. Ce sera difficile. Bon, la jeunesse est inventive, elle trouvera comme l'eau, elle trouvera son chemin. Elle trouvera son chemin et je lui souhaite d'être inventif parce que il y a très peu de perspectives. J'étais l'autre jour avec des amis, nous nous sommes retrouvés, tout le monde disait qu'est-ce qu'on peut faire? L'horizon est bouché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle activité? C'est bouché. Tout est bouché. Il faut aller au Canada. C'est la seule issue. La seule issue. Bon, si c'est nécessaire qu'ils aillent. Et moi, je te dis, tous les voisins s'en vont, tous nos enfants, la plupart. Hein, c'est la seule issue. Les amis, nous arrivons au terme de cette conversation avec mon père. On en aura d'autres. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous parle? Partagez ça dans les commentaires, mais surtout partagez à un maximum de personnes parce que les jeunes ont besoin d'entendre ces messages. Et pour certains, même d'entre eux, même les parents ont besoin d'entendre ces messages. Il est temps que la jeunesse africaine soit aussi émancipée, libérée de certaines charges qui lui pèsent et qui l'empêchent de pouvoir prendre son envol. Je vous attends dans les commentaires. Ciao!